Les tueurs en série. Il a à son actif le plus grand nombre de morts attribués à un tueur en série dans l'histoire des États-Unis. Un Américain moyen qui tue des Américaines moyennes. Quelle force les pousse à commettre ces atrocités? Les victimes avaient été éventrées et leurs organes enlevés. La nature. Son père était un délinquant sexuel notoire. C'était l'homme le plus dérangé que je n'ai jamais connu. Ou la culture. Un jour, son père s'est mis à casser tous les doigts de sa mère un par un, et devant les enfants. Albert DeSalvo restera dans l'histoire comme l'étrangleur de Boston, un homme qui a avoué 13 meurtres d'une sauvagerie sans pareille. Elle a été retrouvée assise dans son lit avec un manche à balai enfoncé dans l'entrejambe. Cette vague de crimes sèmera la terreur dans toute la ville. Les femmes ne laissaient plus le facteur ou le laitier venir à leur porte. Mais Albert DeSalvo était-il un tueur né? Quoi qu'il ait fait, il l'a fait sans violence, ni physique ni verbale. Il était très calme. D'ailleurs, était-il vraiment un tueur? Albert DeSalvo est né en 1931 dans un quartier déshérité de la périphérie de Boston. Il vivait dans un lotissement surpeuplé de Chelsea, dans le Massachusetts, où des gens à faible revenu vivaient entassés dans des conditions déplorables. Malgré cela, c'était un enfant agréable. Ses enseignants disaient de lui qu'il était serviable. Il était toujours volontaire pour leur rendre service et se faire bien voir, tout en gardant un petit côté filou. Au milieu de ses 5 frères et sœurs, DeSalvo est élevé à la dure. Le père d'Albert était une vraie brute. Il ramenait des prostituées chez lui. Il éjectait sa femme de la chambre et commençait à les entreprendre. Avec lui, Albert a appris à cambrioler à l'âge de 5 ans. Et il a fait en sorte qu'il soit formé aux choses du sexe à 7 ans. Son père les battait. Il battait sa mère. Un jour, son père s'est mis à casser tous les doigts de sa mère, un par un, en les tordant en arrière et devant les enfants. Le plus jeune frère d'Albert, Richard, qui plaide toujours pour l'innocence de son frère, se souvient de leur enfance difficile. Mon père buvait, et quand il était saoul, il devenait violent. Je me souviens, je devais avoir 4 ou 5 ans, pas plus. Et j'ai entendu une dispute dans la cuisine. Ma mère venait de se prendre des coups. Elle était à terre et elle avait dû se cogner à la machine à laver. Elle s'était ouvert la tête, je crois. Albert essayait de la défendre. Mais mon père l'a pris à la gorge avec ses 2 mains. Je me souviens bien. Il le soulevait en le tenant par le cou. J'ai sauté sur la table, enfin d'abord sur une chaise, puis sur la table. Je ne me souviens plus de ce que j'avais à la main, une cuillère, une fourchette, un couteau, je ne sais plus. Et j'ai essayé de lui enfoncer en lui criant « Lâche mon frère, lâche mon frère !» Là, je me suis fait dégager, je suis tombé. Nous savons que le père de DeSalvo était très violent avec sa mère. Et quand un enfant grandit dans un tel climat, il perçoit d'abord une image biaisée de la masculinité, mais aussi une représentation déformée de la femme et de la façon dont elle doit être traitée.
Je me souviens que je me cachais souvent sous mon lit et que je me rapprochais au maximum du mur jaune quand j'entendais mon père entrer. C'est ici l'exemple classique d'un enfant qui a été sociabilisé dans un contexte de violence masculine. Deux des fondements de l'être humain sont la sexualité et l'agressivité. Et lors de son développement, l'homme doit apprendre à dissocier les deux, à les mettre dans deux compartiments hermétiques. Quand un enfant n'a pas vécu ce processus de séparation ou d'individuation qui implique de poser des barrières entre ces deux zones, la sexualité et l'agressivité se confondent. Elles ne forment plus qu'une seule et même entité. Frank, le père d'Albert, a souvent maille à partir avec la justice. En 1943, après avoir commis quelques larcins, le jeune Albert suit les pas de son père. Lui et un ou deux de ses copains, ils avaient un Luger allemand. C'était pas un vrai. Un jour, ils ont essayé de braquer une blanchisserie avec ce pistolet. Et c'est la première fois qu'il a eu des problèmes. Il a été envoyé dans ce qu'on appelait à l'époque l'école pour garçons Lyman. Tous les établissements dits de redressement fonctionnaient en internat et il y régnait une perpétuelle violence. Ce n'était pas l'endroit idéal. Albert est resté un moment là-bas. Il était très jeune. Dans ces cas-là, on a intérêt à surveiller ses arrières, parce que sinon, il peut nous arriver n'importe quoi. Il a alors appris qu'en cas d'agression, il faut être capable de se défendre soit par la force, soit par la ruse et le raisonnement. Il faut toujours être plus malin que les autres. Apparemment, cet état d'esprit s'est d'abord formé chez lui au sein de son foyer, puis développé à Lyman. En 1948, le jeune débrouillard de 17 ans s'engage dans l'armée et part en Allemagne, où la vie militaire semble lui convenir. Il s'est vraiment trouvé là-bas. Il ne rechignait jamais à la tâche. Il s'est mis à la boxe. Il a remporté quelques combats en Allemagne. Bien sûr, dans ce sport, on gagne, on perd. Ça va, ça vient. Mais c'était un bon boxeur. Mais l'Allemagne d'après-guerre offre d'autres opportunités à De Salvo. Jeune soldat gouailleur et beau garçon, il développe un appétit insatiable pour le sexe. Il aurait eu des relations sexuelles avec 2000 femmes en Allemagne, où il œuvrait dans la police militaire. Et apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de plaintes. Il était très porté sur le sexe. Il disait se masturber plusieurs fois par jour et être toujours en manque de rapports sexuels. Lors de son séjour en Allemagne, De Salvo épouse une femme du coin, Irmgard Buck. Mais de retour à Fort Dix, dans le New Jersey, Albert a de nouveau affaire à la justice et cette fois, il ne s'agit plus d'un simple cambriolage. C'est James Logan, avocat de la défense à l'époque, qui s'est chargé du dossier. Je travaillais surtout dans le pénal et j'avais déjà beaucoup collaboré avec l'armée, en particulier à Fort Dix. Il est venu à mon bureau, j'ai accepté de le défendre. Il était accusé de détournement de mineurs. De Salvo est accusé d'agression sexuelle sur une fillette de 9 ans après s'être présenté comme gérant de l'immeuble pour pouvoir rentrer chez elle. C'était un type assez ordinaire, il n'avait rien de spécial. Je n'y ai pas trouvé de charisme particulier, il était assez éteint. Il a juste nié ce qui lui était reproché et il a décidé de plaider non coupable et de se battre pour ça. À 24 ans, Albert De Salvo est détenu à la prison de Burlington County en attendant son procès. Il risque jusqu'à 5 ans de prison, mais les choses tournent en sa faveur.
Plutôt que d'aller jusqu'au procès, la mère de la plaignante a déclaré qu'elle ne souhaitait pas que sa fille témoigne pour lui éviter le traumatisme de revivre les faits. L'affaire a donc été classée sans suite, et heureusement pour lui, à mon avis. Libéré de ses fonctions militaires, DeSalvo rentre à Boston avec sa femme pour y fonder un foyer. Il exerce alors divers petits jobs et se réintègre sans mal dans son quartier. Il était bien vu partout, parce qu'il avait toujours le sourire. Il était très apprécié. Il s'adaptait très bien. Mais l'homme sociable et proche des siens est loin d'être exemplaire. C'était un expert de l'effraction. Il a déclaré avoir visité tous les appartements de Charles Street, l'un des secteurs les plus huppés de Boston. Il montait sur les escaliers de secours. Il n'avait pas son pareil pour entrer et sortir des immeubles. Albert DeSalvo va bientôt entrer dans les appartements de Boston avec de bien plus sinistres dessins. Boston, 1960. Albert DeSalvo a déjà été arrêté à plusieurs reprises pour vol avec effraction ainsi que pour l'agression présumée d'une fillette de 9 ans. Son appétit sexuel débordant va maintenant le conduire à commettre une vague de nouveaux crimes. L'enfance difficile de DeSalvo, ses séjours en maison de redressement et dans l'armée lui ont permis d'affûter ses talents d'escroc. Il a commencé à démarcher les femmes à leur domicile en prétendant travailler pour une agence de mannequins qui recherchait de nouveaux modèles dans le genre de la personne qui lui ouvrait la porte. Il leur demandait alors d'enfiler un juste au corps, afin qu'ils puissent prendre leur mensuration. À l'époque, une belle femme ne devait pas nécessairement répondre au fameux 90, 60, 90. Et en général, les jeunes femmes s'exécutaient en un rien de temps. S'ensuivait alors souvent une relation sexuelle dont certaines se plaignaient, mais pas toutes. À l'époque, on était plus naïf. On ne roulait pas sur l'or, alors quand quelqu'un venait frapper à votre porte en vous disant « Je vous offre $30 de l'heure si vous me laissez vous prendre en photo et que vos mensurations conviennent », ne voyant pas les contrats promis arriver, les victimes commencent alors à se plaindre de ces étranges agressions sexuelles auprès de la police, qui baptisera le faux agent de mannequin le mesureur. C'était une très bonne technique pour capter l'intérêt de ces femmes qui ont toutes cru à un moment ou à un autre pouvoir devenir mannequins. Leur jugement a été altéré. Elles perdaient leur faculté de raisonnement et oubliaient de se dire « Tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je fais ça ?» Toutes ces questions se sont envolées quand quelqu'un leur a dit ce qu'elles voulaient entendre. Et c'est à ça qu'on reconnaît un véritable escroc. En 1961, Albert DeSalvo est arrêté pour vol avec effraction. Lors de sa détention, il avoue être le mesureur. DeSalvo est alors reconnu comme sociopathe et incarcéré. Puis, peu de temps après sa sortie, 11 mois plus tard, commence une vague d'agressions qui va secouer toute la ville de Boston. C'était à l'été 62, en juin. Il faisait beau. Et une femme a été retrouvée assassinée dans le quartier de Back Bay. Elle avait une 50aine d'années et s'appelait Anna Slessers. Loretta McLaughlin, alors jeune journaliste, est intriguée. Cette histoire a été publiée en page 14, je crois. Il n'y avait que quelques lignes. Une femme retrouvée morte dans Back Bay.
Anna Slessers, une femme divorcée de 55 ans vivant seule, est retrouvée morte, nue sur le sol près de la salle de bain. Le cordon de son peignoir bleu est noué très serré autour de sa gorge. Nina Nichols, 68 ans, sera également retrouvée morte, ses bas nylon noués autour de la gorge, les jambes écartées et son peignoir retroussé à hauteur de la taille. Elle a été violée avec une bouteille de vin. Il y a eu une troisième victime en juillet, mais elle n'était pas à Boston même. Elle a été retrouvée sur la côte nord. Helen Blake, 65 ans, a elle aussi été étranglée avec des bas nylon. Elle sera retrouvée sur son lit, allongée sur le ventre, les jambes écartées et dénudée à partir de la taille. Elle a aussi été violée. Toutes ces femmes avaient clairement été étranglées. Elles avaient des liens bien en évidence autour de la gorge. C'est comme si une chape de plomb s'abattait lentement sur Boston. Il y avait un tueur en série en liberté. Pourquoi quelqu'un se promène-t-il comme ça en étranglant des femmes ordinaires, sans mobile, sans raison apparente? Ce sont des femmes plutôt mûres, pas des bombes sexuelles. Comment ça se fait? Et là, il y a eu une quatrième victime, Aida Erga. C'était une femme bien plus âgée. Cette divorcée sans histoire de 75 ans a été étranglée par une taie d'oreiller solidement nouée autour de sa gorge. Il a placé ses talons sur des barreaux de chaise, un peu comme si cette femme était en train de subir un examen gynécologique. Cette lugubre mise en scène est visible dès l'entrée de l'appartement. Il apparaît clairement que le meurtrier était fier de ce qu'il faisait. Il ne faisait par exemple aucun effort pour laisser ses victimes dans des postures où elles conserveraient un peu de dignité. Il mettait leur appareil génital en avant. Il laissait les victimes dans des positions qui choquaient et traumatisaient les personnes qui découvraient les corps. Regardez-moi. Regardez ce que j'ai fait. Regardez comme j'ai bien réussi à tout vous montrer, à vous choquer. Je suis surpuissant. Je suis capable de faire de telles choses sans me faire prendre. Les victimes étaient positionnées de telle sorte que leur nudité et leur sexe étaient la première chose que l'on voyait. Et bien sûr, il ne se contentait pas de les étrangler, mais il les violait aussi avec rage. À Boston, c'est la panique. En un peu plus de 2 mois, 4 femmes d'âge mûr ont été assassinées dans des conditions atroces. Tous les habitants de Boston et de sa périphérie savaient pour les étranglements. Tout le monde en parlait. Ici aussi, ça a fait beaucoup de bruit. Les femmes ne laissaient plus le facteur ou le laitier venir à leur porte. Et elles les laissaient encore moins entrer. Les refuges pour animaux étaient dévalisés de leurs chiens. Les animaleries n'arrivaient plus à fournir. Tout le monde faisait le plein de pistolets, d'armes en tout genre, de verrous, d'alarmes. Une véritable terreur s'est emparée de la ville.
Certaines de ces victimes étaient particulièrement âgées. Souvent, les personnes âgées sont isolées, trop discrètes, sans défense. Elles font aussi parfois plus facilement confiance. L'étrangleur de Boston n'a jamais fracturé de porte. Il a toujours réussi à se faire inviter à l'intérieur ou au moins sur le pas de la porte du domicile de ses victimes. La plupart des tueurs en série sont des gens charmants en apparence, que personne ne soupçonne d'être habité par une rage aussi profonde. Le lendemain du meurtre d'Ida Irga, le cadavre en décomposition de Jane Sullivan, 67 ans, est découvert à son tour. Elle a également été étranglée avec ses bas. En l'espace de 10 semaines, le tueur mystérieux a assassiné 5 femmes mûres. Mais le règne de l'étrangleur de Boston n'est pas encore terminé. Il s'apprête même à prendre un nouveau tour qui va paralyser de peur toute la ville. En 1962, la ville de Boston vit dans l'angoisse. 5 femmes d'un certain âge ont été violées et étranglées à leur domicile. Sans la moindre trace d'effraction, il semble que les victimes aient autorisé leur meurtrier à entrer chez elles. La police met tout en œuvre pour identifier le tueur baptisé par la journaliste Loretta McLaughlin, l'étrangleur de Boston. La police ne restait pas les bras croisés devant cette vague d'étranglement. Elle éliminait les nouveaux suspects les uns après les autres. 5 services de police et 3 procureurs avaient des enquêteurs sur l'affaire. Chaque juridiction avait son point de vue sur le dossier. À l'époque, l'agent de patrouille Steve Delaney a sa petite idée sur le coupable. Je me suis intéressé à un type qui travaillait à Boston comme plongeur. Un homme d'une quarantaine d'années, suivi psychologiquement, qui a dit avoir commis des choses terribles. Il détestait sa mère. En fait, son problème, en gros, c'est que sa haine était dirigée soit contre les médecins, soit contre les infirmières, soit contre sa mère, ou alors contre tout le monde à la fois. Le suspect de Delaney a beau correspondre au profil, il est vite innocenté. Bien vite, tous les marginaux et les délinquants sexuels du secteur sont passés au crible. Mais pendant que les suspects sont interrogés par centaines, un homme échappe à la police. Albert DeSalvo, un homme travailleur, beau parleur et chargé de famille. Quand il travaillait avec moi au chantier naval, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait servi dans l'armée pendant un moment, mais il s'entendait si bien avec les marins qu'il faisait un peu de business avec eux. Ils échangeaient des choses, il leur en apportait d'autres. Il était toujours en train de magouiller. Mais tout n'est pas rose dans la vie de DeSalvo. Il a toujours été très exigeant sexuellement et sa relation conjugale n'est pas au beau fixe. Il y a certaines choses qu'elle refusait de faire au lit, ce qui peut se comprendre, mais elle se servait aussi de ça pour le punir. Quand il ne se comportait pas bien, ou qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait, et qu'il avait envie d'elle, elle le repoussait, et elle lui disait non. C'était à un tel point qu'elle jouait là-dessus pour obtenir ce qu'elle voulait. Pendant ce temps, la traque de l'étrangleur de Boston se poursuit. Par une journée pluvieuse et venteuse de décembre 1962, le meurtrier semble changer de mode opératoire. Sophie Clark, 21 ans, s'assoit à son bureau pour écrire une lettre. Elle est seule à son appartement quand quelqu'un frappe à la porte. Elle ne finira jamais cette lettre. Sophie Clark sera découverte par ses colocataires, étranglée par 3 bas nylons noués autour de son cou. Son corps nu est étendu sur le sol, les jambes écartées. Elle a été violée. C'était une femme noire, étudiante,
qui habitait sur Huntington Avenue aux abords de Back Bay. Il n'y avait aucun indice. Le meurtrier n'avait rien laissé au hasard. Les tueurs en série ne suivent pas toujours le même schéma. Ils essaient différentes façons de tuer. Ils utilisent différentes armes, différents modes de repérage de leurs victimes. C'est pour ça qu'ils sont difficiles à arrêter. Les tueurs en série n'ont pas vraiment de modus operandi établi. Ils peuvent en suivre un pendant un moment, puis en changer. À 2 jours de la fin de l'année 1962, Patricia Bassett, 23 ans, est dans la buanderie de son immeuble, fredonnant avec insouciance. Le 31 décembre, Patricia sera la 7e victime de l'étrangleur de Boston. Elle avait sa chemise de nuit remontée jusqu'au cou. Elle a été sodomisée et violée. Plusieurs mois s'écoulent avant que l'étrangleur frappe à nouveau. Mai 1963. Beverly Simmons, 23 ans, ne se rend pas à sa chorale. Inquiet, un ami décide d'aller voir chez elle. Il se retrouve alors nez à nez avec son cadavre. Elle a été poignardée à 22 reprises, 4 fois dans la gorge et 18 autres au niveau du sein gauche suivant un motif circulaire. 2 mouchoirs ont été noués autour de son cou. Quelques mois plus tard, 2 autres femmes périront sous les mains de l'étrangleur. Ça a duré environ 18 mois. 10 meurtres de femmes qui pour moi étaient liés, et pour la police aussi d'ailleurs. À ce stade, elle savait qu'elle avait affaire à un psychopathe. Le 4 janvier 1964, Patricia Elmore et Pamela Parker rentrent à l'appartement qu'elles partagent avec leur amie Mary Sullivan, passionnée de musique. Elle n'avait que 19 ans. C'était une jeune fille de son temps, élancée, jolie, la fille que tous les garçons aimeraient avoir comme petite amie. Dans l'appartement, ce qu'elle découvre les marquera à jamais. Elle a été retrouvée assise dans son lit, les jambes écartées avec un manche à balai enfoncé dans l'entrejambe. Puis, la vague meurtrière s'arrête. Plusieurs mois se sont écoulés. Les meurtres ont cessé. Les hypothèses allaient bon train. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a été arrêté? A-t-il quitté l'État? Est-il parti à l'étranger? On a déjà vu des cas où le tueur en série arrête de tuer quand il a atteint un certain stade, sans qu'on sache pourquoi. Mais c'est très rare. En général, quand un tueur en série commence quelque chose, il ne s'arrête que si quelqu'un l'arrête. Avec plus d'une dizaine de meurtres non résolus sur les bras, le procureur du Massachusetts crée un service spécialement dédié à l'étrangleur. L'agent Steve Delaney fait partie de cette équipe destinée à élucider ces crimes. J'ai placardé toutes les photos des scènes de crime dans mon bureau. Quiconque aurait vu ce tableau aurait considéré que toutes les affaires impliquant des femmes mûres étaient liées au même tueur, avec le même modus operandi. Et un autre aurait aussi identifié les victimes plus récentes comme celles du même coupable. Le déroulement étrange de cette vague de meurtres sème la confusion. La police se trouve alors confrontée à une nouvelle série de crimes. Un violeur en série hante les rues de la ville.
À l'époque, seulement un viol sur 60 faisait l'objet d'une plainte. Malgré cela, on a assisté à ce moment-là à un défilé de femmes déclarant avoir été violées dans des conditions très particulières. Le coupable les attachait. Il leur attachait les mains à la tête de lit et les pieds de l'autre côté avant de les violer. Le violeur, grimé dans une tenue de chantier verte, sera surnommé l'homme en verre. L'homme apparaissait au pied du lit. Il était déjà présent dans la maison. Ensuite, il leur disait qu'il ne comptait pas leur faire de mal, même s'il avait quelquefois un couteau. En 1964, la police dresse un portrait robot du violeur. Les enquêteurs reconnaissent alors le mesureur, Albert DeSalvo. Il a été arrêté et envoyé à Bridgewater. À l'époque, l'établissement était un hôpital d'État pour délinquants malades mentaux. La police estime que DeSalvo, alias l'homme en verre, aurait commis plusieurs centaines de viols. Mais Richard DeSalvo est convaincu que son frère n'était pas un homme cruel. Quoi qu'il ait fait, il a fait sans violence, ni physique, ni verbale. Il était très calme. Une femme a même déclaré, alors qu'il l'avait ligoté, attaché, enfin peu importe, qu'au moment où il allait partir, elle lui a dit « C'est terrible, je ne vais pas pouvoir me sortir de là ». Alors là, il a fait demi-tour, il a desserré ses liens, il les a défaits, et il est parti. La phase homme en verre de DeSalvo explique beaucoup de choses de sa personnalité de violeur. Il est clairement apparu comme un violeur en quête de réconfort. Cet homme violait ses victimes avant de les caresser, de les embrasser et de s'excuser, recherchant ainsi à être rassuré par le biais d'une relation biaisée avec ses victimes. En fait, il voulait être rassuré sur sa masculinité et sur ses performances sexuelles. DeSalvo est interné à l'hôpital de Bridgewater pour les délinquants malades mentaux jusqu'à ce qu'il soit jugé apte à participer à son procès. Là, il fera une révélation fracassante. « 1965. La ville de Boston a été secouée par 11 meurtres de femmes, toutes victimes du mystérieux étrangleur de Boston. Albert DeSalvo est détenu à un institut psychiatrique de Bridgewater, coupable présumé d'environ 300 viols. Dans l'attente de son procès pour l'affaire de l'homme en verre, DeSalvo fait un aveu étonnant. Il serait l'étrangleur de Boston. Le célèbre avocat F. Lee Bailey apprend alors que DeSalvo souhaite lui parler. Au début, il est sceptique. Quand on assiste à une série de meurtres largement médiatisés, des coupables autoproclamés surgissent fatalement. La police doit alors démêler le vrai du faux. Mais ce type-là était déjà interné pour troubles psychiatriques, ce qui dénote quand même un certain déséquilibre mental. Pourtant, quand je l'ai rencontré, il ne ressemblait pas du tout à ce à quoi je m'attendais. J'ai commencé à sentir qu'il disait la vérité dès sa deuxième ou troisième phrase. J'avais même préparé quelques questions. J'ai pas mal de relations à la criminelle, ayant déjà travaillé plusieurs fois sur des affaires d'homicide, et je leur ai demandé « Vous pourriez me noter quelques questions dont seule la police connaît la réponse, pas la presse ?» Je ne saurais pas si les réponses sont exactes ou non, mais je vous les montrerai. Et j'ai vu, quand je leur ai lu les réponses, qu'on avait mis le doigt sur quelque chose. Bailey s'arrange pour que DeSalvo s'entretienne avec un hypnothérapeute de renom, William Bryant.
Quand l'agent Steve Delaney, qui travaille sur l'étrangleur, entend sa confession, il sait qu'il tient son homme. Si les gens avaient pu entendre l'enregistrement d'Albert DeSalvo dans son état semi-hypnotique, ils auraient été convaincus par les détails assez terrifiants qu'il donnait. Le souvenir du meurtre de Beverly Simons par DeSalvo permet à l'agent Delaney d'entrevoir un mobile. Il a eu une pulsion sexuelle et il s'est mis au lit dans l'appartement de Simons. Quand elle s'est réveillée, elle a essayé de raisonner et elle a réussi à lui faire promettre qu'il ne tenterait rien. Mais c'était des paroles en l'air. Il lui a ligoté les mains et les pieds. Elle était allongée sur le lit. Il lui a dit qu'il n'avait pas l'intention de lui faire quoi que ce soit, qu'il changeait juste de position. Mais elle a commencé à crier et à s'agiter. Le bâillon s'est resserré. Elle lui a hurlé « Vous aviez promis, vous aviez promis ». Là, il était sur le lit en présence du docteur Bryant. On l'entendait taper du poing sur le lit en disant « Je devais la faire taire, je devais la faire taire », avant de hurler « comme ma femme ». C'était un cri perçant qui glaçait le sang. Mais c'était ce qu'il avait dans la tête. Quand quelqu'un lui résistait, le rejetait, c'était sa femme qu'il revoyait. DeSalvo sera interrogé à de multiples reprises par les autorités. Ils l'ont interrogé crime par crime, en le faisant décrire précisément tout ce qui s'était passé. Ça a duré des jours et des jours. DeSalvo décrivait les appartements. Il en a même dessiné certains. Il a décrit les gravures de certaines têtes de lit. Il pouvait même dire ce que telle ou telle femme avait sur sa commode ou dans le tiroir de sa commode. Mais surtout, il avoue un meurtre qui n'a pas été découvert. Une vieille femme serait morte de peur dans ses bras à l'époque du premier meurtre. Après vérification, il a dit la vérité. Il a livré une somme de détails que, d'après nous, seul le tueur pouvait connaître. DeSalvo explique également comment il parvenait à se faire ouvrir la porte, même au plus fort de la psychose générale. Il allait frapper à la porte d'un appartement. Si la femme qui venait lui ouvrir était à son goût, qui n'avait rien à voir avec la beauté physique ou l'âge de la personne, il prétendait venir de la part du propriétaire parce que son contrat stipulait qu'elle avait droit à un nouveau réfrigérateur et qu'elle devait choisir le modèle et la couleur. Et ces femmes, qui craignaient pourtant l'étrangleur de Boston, l'oubliaient soudain au profit d'un réfrigérateur neuf et le laissaient entrer. Il pouvait aussi prétexter un rafraîchissement des peintures, tout ce qui s'apparentait à une offre surprise pour la victime. Et quand la personne hésitait, il lui disait « Très bien, ce n'est pas obligatoire si vous n'en voulez pas ». Et il faisait mine de s'en aller. Là, les victimes se disaient « Ça ne peut pas être l'étrangleur, sinon il m'aurait déjà sauté dessus. Revenez ». Mais aucune preuve matérielle ne relie DeSalvo au meurtre et l'avocat de la défense, Maître Bailey, a obtenu que ses aveux ne soient pas utilisés contre lui à son procès. En 1967, DeSalvo est reconnu coupable de 10 chefs d'accusation d'agression sexuelle et de vol à main armée et condamné à perpétuité. Il ne sera jamais poursuivi pour les meurtres. Richard DeSalvo reste convaincu que son frère n'est pas le meurtrier et qu'il a été poussé à reconnaître les faits en échange d'avantages et de contrats de publication et de cinéma. Je pense qu'Albert a dû avouer pour de l'argent, tout simplement. Il y avait une récompense de $10 000 pour quiconque arrêterait l'étrangleur de Boston ou offrirait des informations à son sujet. Je suis absolument persuadé que c'est pour ça qu'il l'a fait.
Pour Richard, son frère n'est qu'un escroc qui s'est fait escroquer. Il affirme que lors d'un appel téléphonique en novembre 1973, son frère lui aurait dit avoir des informations explosives à révéler au monde. Il m'a dit, les têtes vont tomber quand tout ça va se savoir. Il aurait dû comprendre, il y en a qui vont se faire tirer les oreilles. Les têtes vont tomber. Mais c'est dangereux de dire ce genre de choses en prison. Il aurait dû le savoir. Il aurait dû comprendre que tout ce qui est dit sur ces lignes-là remonte forcément aux oreilles de qui on sait. Qui que ce soit à l'autre bout du fil, quoi qu'on dise, ils savent tout. Et ils n'attendaient que ça, si vous voulez mon avis. Albert a fait une erreur. Personne ne saura jamais de quoi DeSalvo voulait parler. Le lendemain matin, il était mort. J'ai reçu un coup de fil. Il avait été assassiné. Ils m'ont dit, Albert est décédé. J'ai voulu répondre, mais ils m'ont raccroché au nez. J'ai été obligé de rappeler et je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me dites? Et ils ont répété, Albert est décédé. Et ils ont encore raccroché. Ils n'ont rien voulu me dire de plus. Albert DeSalvo est retrouvé poignardé dans sa cellule fermée à clé. Personne ne sera jamais condamné pour ce meurtre. Albert DeSalvo était-il un tueur né, le produit de son milieu, ou un escroc qui a mal tourné, innocent de la plus célèbre vague de meurtres de l'histoire de Boston? Plus de 40 ans plus tard, les avis divergent encore. Il n'a peut-être pas commis tous ces meurtres, mais il ne fait aucun doute qu'Albert DeSalvo était un tueur en série. La relation à l'autre est un facteur déterminant. Dans de bonnes conditions, l'être humain apprend à se comporter avec ses congénères d'une façon tout à fait enrichissante. Mais ce garçon qui a découvert l'autre dans un environnement de violence pendant des années a appris à considérer cette violence comme normale, voire même désirable. Pour moi, le tueur est Albert DeSalvo, c'est clair. Si quelqu'un a évolué dans un contexte propice à ce genre d'exaction, c'est bien lui. Je ne peux même pas affirmer qu'il a un jour tué quelqu'un. Les preuves matérielles dont on dispose aujourd'hui ne permettent pas de le relier à ces meurtres. Il était assez déséquilibré pour avoir voulu endosser le rôle du meurtrier et la responsabilité de ses horreurs, à cause de l'espèce d'aura qu'apporte ce genre d'exaction. Pour moi, c'est le coupable. Je ne le crois pas responsable de tous les crimes qui lui ont été imputés. Il existe toujours des imitateurs. Mais dans le cas de DeSalvo, je pense que nous avons la preuve irréfutable que c'était un tueur né. Il a grandi dans une famille qui ne compte aucun autre meurtrier, et pourtant ils ont tous vécu les mêmes choses. Il n'y a aucun passif de meurtre dans la famille. Tout porte à croire qu'il n'était en fait qu'un être humain horriblement mutilé de son humanité. À lui seul, son milieu permet de comprendre qu'il était parfaitement capable de balayer une vie humaine sans en éprouver le moindre remords. Cet homme, que l'on peut considérer comme un monstre, était-il le fruit d'une évolution génétique? Les gènes transmis par ses parents ont-ils fait de lui un être violent et cruel? Ou était-il le produit de son environnement? Le père d'Albert était ainsi fait qu'on peut penser à la présence d'un gène, d'une sorte de mauvaise graine. Mais dans un tel milieu, un ange peut se transformer en psychopathe pour survivre.